Il y a des lieux qui gardent les traces de ceux qui sont passés avant nous. Des ouvriers, des familles, des habitants, des vies dont il ne reste parfois qu'une photo, un objet ou un souvenir. À Épinal, une ancienne maison liée à une usine de glucose est devenue la glucoserie. Un lieu imaginé pour raconter les histoires de tout un territoire et surtout pour ne pas les laisser disparaître. Mais derrière ce lieu, il y a aussi des hommes et des femmes qui ont choisi de les transmettre. Aujourd'hui, Romaric Duchesne nous raconte l'histoire de la glucoserie de l'intérieur. Je suis avec Romaric aujourd'hui. Qui est Romaric Duchesne? Bonjour, je suis Romaric Duchesne, je suis responsable de la glucoserie, voilà. Donc je suis chargé de mission Pays d'Arrêt d'Histoire, donc en charge justement de la valorisation du patrimoine à l'échelle du pays d'Épinal. D'accord. Mais du coup, toi, qui tu es? Ah, vaste question, hein. On pourrait y répondre très longuement. Moi je suis né à Remiremont, voilà, donc je suis un pur sang vosgien, on peut dire. Et très tôt, je me suis intéressé au patrimoine, donc c'est ce qui m'a amené justement dans cette voie d'aller faire des études d'histoire qui m'ont mené où je suis aujourd'hui, voilà. D'accord. Donc études d'histoire, depuis tout jeune, déjà passionné par l'histoire? Non, pas du tout. Non. Quand j'étais petit, disons que mes parents aimaient beaucoup l'histoire et le patrimoine. Ma mère préside une association patrimoniale dans sa commune. Donc les vacances, c'était synonyme d'aller visiter des églises, des châteaux, des choses comme ça. Je détestais ça. Mais il y a peut-être quelque chose qui est rentré en moi petit à petit. Et finalement, après le lycée, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de sa vie? Les maths, l'anglais, non. L'histoire, c'était la seule matière qui m'intéressait un peu. Donc je suis parti en fac d'histoire. Et puis à la fin de la fac d'histoire, qu'est-ce qu'on fait? Prof, bof. Donc voilà, j'ai continué en master d'histoire, section patrimoine. Et puis tous les métiers du patrimoine, c'est des choses super intéressantes parce qu'on est vraiment sur le terrain à faire vivre, on va dire, le patrimoine, le sauver, le protéger, le valoriser. Donc c'est vraiment un métier qui a du sens. Et puis j'ai eu la chance de trouver un stage dans une collectivité, donc le pays d'Épinal, qui a pu ensuite me garder sur ce poste pour pouvoir continuer l'aventure. Le stage là, tu penses que c'était un peu le déclic? Disons que c'était un peu le déclic de se dire ça peut ouvrir autant de portes que ça en fait. Parce que c'est vrai que quand on est à la fac, on va dire c'est des choses très basiques, on va dire c'est vous voulez faire de l'histoire, vous allez être prof d'histoire géo. Ou bien vous allez travailler dans les archives, ou bien en bibliothèque. C'est très cloisonné. Et on n'a pas l'idée de tout ce qui peut être possible, tout ce qui peut être ouvert. Et le fait de faire ce stage, c'est de se dire ah ouais, mais en fait, c'est vrai que quand on prend un petit livret, quand on est en vacances, il y a quelqu'un qui s'amuse à l'écrire derrière. Quand on suit un circuit, il y a quelqu'un qui a tracé ce circuit, quelqu'un qui a rédigé les panneaux. Et c'est vraiment tout ça que j'ai découvert lors de ce stage. Et c'est ça qui m'a fait dire oui, c'est ça que je veux faire pour la suite, quoi. Du coup, pour le début de la glucoserie, ça, 2013, il y a déjà quelque chose? Ah non, parce qu'en fait, pour bien comprendre comment la glucoserie est née, c'est qu'en fait, le pays d'Épinal a un label, donc un label national qui s'appelle Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire. Donc il y a à peu près 200 territoires en France qui ont ce label. Donc c'est un label qui est très difficile à obtenir. Il faut faire un gros dossier de candidature, il faut vraiment que les élus soient motivés, soient partants pour lancer la démarche. Et dans ce label, on s'engage à plein de choses. On s'engage notamment à avoir une équipe qui est dédiée à travailler là-dessus, à valoriser le patrimoine, à faire des visites guidées, à faire des actions. Et on s'engage aussi à créer un bâtiment spécial. Donc ce bâtiment, ça s'appelle un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Ça, c'est le nom officiel dans le cadre du label. Et du coup, quand on était labellisé pour la première fois, donc en 2013, je dis pour la première fois parce qu'on était relabellisé en 2020, on s'est engagé justement à mettre en place ce bâtiment. Et c'est à ce moment-là, dans le cadre-là, qu'on a commencé à regarder quel était le lieu le plus adapté et puis quelle histoire on pouvait raconter justement. Comment mettre en valeur l'histoire, l'architecture, le patrimoine de ce territoire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur la glucoserie. Mais les vraies réflexions, c'est 2019, c'est pas avant. Parce qu'avant, il fallait déjà qu'on construise un petit peu le truc. Voilà, on venait d'être labellisé en 2013, il a fallu construire l'équipe, il a fallu mettre en place les premières visites, se faire connaître auprès du public, auprès des élus aussi, ruraux, des associations, montrer qu'on est légitime, commencer les premières publications, etc. Et seulement après, dans un deuxième temps, on a pu lancer le projet de centre d'interprétation, qui en plus est un projet extrêmement coûteux. Donc il faut essayer de dire, oui, c'est un projet qui a du sens, qui peut apporter une plus-value pour un territoire. Mais ouais, du coup, avant la glucoserie, il y avait tout un processus en fait pour pouvoir arriver à la glucoserie. Oh oui, parce que comme c'est un bâtiment, on va dire, qui est un peu sous
au patronage, on va dire, du ministère de la Culture, puisqu'il nous aide dans le financement, il nous accompagne au quotidien. Forcément, il y a toute une série d'étapes à respecter. On ne peut pas se permettre d'ouvrir comme ça. Donc, pour faire simple, en gros, pour ouvrir ce genre de bâtiment, il faut déjà faire ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel. C'est la même chose pour les musées. C'est-à-dire, en gros, c'est un gros document dans lequel vous expliquez ce que vous voulez faire. Ok, je veux faire un bâtiment, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Il sera à tel endroit. Pourquoi tel endroit? Parce que si, parce que ça. On va regarder les lignes de bus, on va regarder les stationnements dans le secteur. On a dit, tiens, ce bâtiment, il a une histoire intéressante. Et ensuite, on va l'aménager comme ça. Dans la première salle, on va parler de ci. Dans la deuxième salle, on va parler de ça, etc. Et on a même dû aller jusque dans le détail des panneaux. Très bien, à tel endroit, on va parler du Moyen-Âge. On va le faire plutôt sous forme d'écran interactif, etc. Pour, une fois après relecture de la DRAC, avoir le feu vert, la validation pour pouvoir engager le projet. Et c'est pas un projet qui se fait tout seul dans son coin. C'est un projet qui se fait de manière collégiale, avec les décideurs, qui sont les élus, avec les partenaires, puisque c'est des projets qui sont cofinancés par le département, par la région, par l'État. Donc il y avait l'architecte des bâtiments de France, il y avait les représentants du ministère de la Culture, et puis bien sûr aussi des universitaires, des gens qui sont capables de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, en fonction des informations historiques. Et puis aussi les associations, c'est-à-dire ceux qui travaillent jour et nuit pour restaurer un ancien cloître, un ancien couvent, ou bien qui animent un territoire, qui animent un musée local, qui animent des visites en secteur local. Il faut les associer aussi, leur dire voilà, ce bâtiment, c'est pas une concurrence qui vient s'ajouter à vous, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, qui va relayer votre communication, qui va essayer d'être un appui vraiment pour vous. Donc c'est un peu tout ce processus, c'est assez long, puisque finalement ça prend plusieurs années, on va dire, entre le moment où on dit ça y est, on va le faire, le moment où l'architecte rend ses plans, le moment où on fait valider le projet scientifique, et puis le moment où on met les premiers coups de pioche, et puis après les moments où on ouvre. C'est quelque chose qui est long, parce que il faut faire gaffe à chaque moment à la qualité de ce qu'on fait, de ce qu'on écrit. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ce que veulent les visiteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas soit trop élitiste, soit trop simpliste? Il faut essayer de trouver justement le juste milieu dans le propos. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps et qui nécessite beaucoup de personnes autour de la table. Tu te souviens quand est-ce que le projet est né réellement? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu es vraiment un peu acteur du projet du coup? Alors, au tout début, j'étais pas totalement acteur, puisqu'au tout début, on va dire que j'étais là, mais le projet, il était à côté, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le bâtiment a très très tôt été repéré. Voilà, vraiment très très tôt. Donc, il y avait eu des projets, il y a eu un architecte qui avait été recruté, qui avait fait des plans, en disant, on pourrait faire comme ci, comme ça. Et puis, c'était pour l'instant un petit peu... voilà, on n'était pas totalement partant. C'est vraiment 2019, en fait. 2019, il y a vraiment eu les élus qui ont fait « Allez, c'est bon, on y va ». Voilà. Et notamment, c'est à partir du moment où on a fait justement des demandes de subventions qu'on a pu voir que on récupérait pas mal d'argent de partenaires, ce qui permettait de diminuer la facture pour nous, que là on s'est dit, allez, c'est le moment d'y aller. Et avec le recul, on a vraiment très bien fait, parce que juste après, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Donc, le prix des matériaux qui a explosé. Donc, on se dit, on n'aurait jamais pu le faire en 2026. Donc, on a vraiment eu une bonne petite fenêtre de tir pour le faire. Et on est très content aujourd'hui d'avoir pu le faire. Est-ce que la glucoserie imaginée au départ et est-ce que vous imaginez est-ce qu'elle est devenue maintenant? Est-ce que c'est à peu près ce que vous avez imaginé avant? C'est dur à dire parce que aujourd'hui je sais presque même plus qu'est-ce que moi j'avais imaginé puisque je suis tellement matrixé par ce qu'on a aujourd'hui autour de nous. Je pense que oui, parce qu'en fait finalement on a pu vraiment mener le projet qu'on voulait. On a eu la chance d'avoir un peu la confiance, on va dire, de nos élus et de nos partenaires qui nous ont dit « Ok, vous voulez faire ça, allez-y ». Et notamment que ce soit dans le propos, que ce soit dans la scénographie, que ce soit dans la manière dont les choses soient mises en place. Et puis même après dans le fonctionnement, comment on s'organise, les animations qu'on fait régulièrement pour accueillir des nouveaux publics. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a la chance d'avoir quand même la confiance de nos décideurs, ce qui fait que c'est un peu conforme à ce qu'on avait envie de créer au début. Et c'est ce qui fait que c'est un lieu aussi qu'on aime beaucoup. Voilà, même à titre personnel, c'est un peu notre deuxième maison, on va dire. C'est pas seulement notre travail. C'est le petit bébé. Voilà, c'est notre bébé. Parce que tu as dématrixé, carrément. Ça, non mais, pour te dire, quand on a fait les exercices d'évacuation incendie, j'étais là, je fais, mais non, moi je pars pas. J'éteins le feu au maximum, je la laisse pas brûler. Un vrai capitaine. Voilà. Pourquoi cette maison, du coup? Pourquoi avoir choisi ce lieu-là? Alors, c'est un lieu qui est intéressant à plus d'un titre. D'une part, c'est un lieu qui a une histoire qui était méconnue,
Donc justement, l'histoire de la glucoserie d'Épinal, personne à Épinal est au courant qu'il y avait une glucoserie. Donc ça permet de remettre en valeur cette histoire. Et puis aussi la maison en tant que lieu architectural. Parce qu'en fait, on est dans une rue entre des grands bâtiments récents que sont la BMI, le cinéma, la patinoire, la plomberie du côté là. Et puis après, on tombe directement dans de l'habitat un peu plus loin. Et quand il y a eu les travaux de démolition de la glucoserie, donc en 2006, ils se sont posé la question, est-ce qu'on détruit cette maison, qui était la maison du patron? Finalement, les élus de l'époque ont dit, bon ok, on la garde, on trouvera sûrement une affectation. Et il y a eu des demandes, il y a eu des gens qui ont dit, ah il y a une belle maison, j'aimerais bien l'acheter, etc. Et tout le monde a toujours dit non, parce qu'ils cherchaient le projet. Et effectivement, nous on s'est dit, vous êtes dans un nouvel espace culturel, entre un endroit sur l'art contemporain, un endroit où on fait des films, un endroit où on peut regarder des livres, avec tout un fond patrimonial dans la salle des boiseries. On est juste à côté du château. On est sur une artère assez passante, on n'est pas très loin du centre-ville, donc ça matchait pas mal de cases en fait. Et finalement, limite, c'est un bâtiment qui avait vraiment du sens pour nous, parce que il cochait un peu toutes les cases, à la fois cette proximité, à la fois cette proximité, oui, avec les autres infrastructures, avec le centre-ville. Et puis, ça s'est fait assez simplement en fait. C'est vraiment quelque chose sur lequel il n'y a eu aucune discussion. Voilà, le bâtiment était disponible, il était en vente, il était bien placé, il y a du stationnement. On a fait, banco quoi. Voilà, il est juste un peu petit, mais bon, ça c'est plus après à nous de nous arranger quoi. C'est pas ça qui va modifier l'expérience visiteur, donc c'est pas le plus important. Donc si on résume un peu l'histoire du bâtiment, de la glucoserie, donc c'était la maison des anciens patrons, de la glucoserie qui existait, qui était jusqu'au cinéma et tout ça, qui était une grosse usine. Ensuite, ça a été racheté par la société de transport. Ouais, la Stave. Et ils n'ont pas boulé ce bâtiment. Ils ont gardé la maison. Ils ont transformé la maison en bureau. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu un appartement qui a été mis en haut pour le directeur de la Stave. Et ça a été vraiment recloisonné. Ils ont pas mal transformé l'intérieur. Il n'y avait vraiment plus rien du tout quand on a récupéré le bâtiment. C'était vraiment que des petits bureaux avec plus aucun cachet, etc. Il n'y avait plus de cheminée ou de quoi que ce soit d'intéressant. Donc finalement, le bâtiment avait été assez en mauvais état. Puis ensuite, toute la période où la Stave est partie, donc à partir de 2006 jusqu'à 2009 que nous on la récupère, les fenêtres avaient été murées par du béton pour éviter le squat. Et donc forcément, c'était un peu humide, c'était un peu pourri. Dans pas mal de cloisons, il y avait des champignons. Puis surtout, comme je vous le redis, c'était des tout petits espaces. Donc nous, on voulait des grands espaces pour faire de l'exposition, pour accueillir des classes, etc. Donc l'architecte a fait, allez, on garde que les 4 murs, la charpente, et on boule tout. Parce qu'il n'y avait vraiment plus rien du tout, quoi. Donc on a mis des grands étais pour soutenir la charpente, on a tout déconstruit du haut vers le bas, et puis après on a reconstruit l'ascenseur qui a soutenu la charpente, et on a refait les étages en bois. Voilà, en utilisant du bois local, ce qui permet aussi de mettre en valeur les essences du territoire. Donc notamment autour de nous, on a beaucoup de hêtres, sous nos pieds, au-dessus de notre tête par exemple. C'est du hêtre vraiment de Lorraine. Pas spécifiquement Vosges, mais au moins de Lorraine, quoi. D'accord. Et pourquoi avoir gardé ce nom, la glucoserie, alors? Alors, on n'a pas gardé le nom, on a remis le nom. Pourquoi c'est ça qui est important. vous avez remis le nom. Parce qu'en fait, ce bâtiment est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Déjà, vous voyez, il faut 3 secondes pour le dire. Ensuite, vous dites ça à un touriste qui vient d'arriver, il fait « Oh là là, ça va être chiant, ça va être horrible ». Donc forcément, il faut se dire « Il nous faut un autre nom ». Donc on a tout de suite, quand on a travaillé avec un cabinet de scénographie pour faire la mise en forme, on leur a dit, on aimerait bien avoir un nom. Et là, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Ça peut être un nom bateau, la maison du patrimoine. Voilà, c'est pas fabuleux. Il fallait un nom qui soit unique, qui interpelle. Et effectivement, très tôt, c'est les cabinets de scénographie qui ont eu l'idée en premier, c'est de dire, c'était une ancienne glucoserie, on l'appelle la glucoserie. Alors moi, au début, je dis, c'est bizarre, glucoserie, c'est bizarre comme nom. Et puis le problème, c'est qu'à force d'en entendre parler, à force de le voir, à force de le lire, on s'est dit, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et puis, forcément, tous les autres étaient un peu, c'est bizarre, glucoserie. Et puis, on y a réfléchi. Puis, on s'est dit, ouais, mais au moins, les gens, ils rentrent une fois dans la glucoserie, ils entendent une fois le mot glucoserie, ils s'en rappellent. Alors que si c'était la maison du territoire, je ne sais quoi, on oublie, on se dit, c'est la maison là-bas. Non, la glucoserie, ça interpelle, et on s'en rappelle. Donc, je me suis dit, c'est un côté un peu qui marque les esprits. Donc, c'est déjà un bon point. C'est un côté qui n'existe pas déjà. Parce que si c'était Maison du patrimoine, on n'aurait pas eu par exemple le nom de domaine qui existait déjà, qui était libre. Alors que là, la glucoserie, ça existe. Donc on a pu avoir le nom de domaine pour le site internet.
Et puis aussi, ça raconte une histoire. Ça permet d'engager la conversation. Souvent, les gens viennent nous voir quand, par exemple, on est en stand aux Imaginales ou on est en salon. Ah, vous appelez la glucoserie? Pourquoi vous appelez la glucoserie? Et ça y est, ça engage la conversation, on explique le bâtiment, l'histoire, etc. Et ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une bonne accroche. Et puis, surtout, c'est quelque chose qui s'explique facilement. Voilà, c'est la glucoserie. Pourquoi? Parce que c'était une ancienne fabrique de glucose. Point final. Et ça, c'est ce qui a particulièrement plu à notre président. C'est de dire, tout le monde va me demander pourquoi ça s'appelle comme ça, mais je sais exactement ce que je vais répondre, donc ça me va bien. Voilà. Donc finalement, c'est un nom qui a fait assez consensus, assez rapidement, que ce soit au niveau de l'État, des partenaires, des élus, etc. De se dire, ah là voilà, c'est original, ça se retient bien, c'est facile, allons-y. Voilà. Oui, c'est vrai. Comment la glucoserie raconte 172 communes à l'heure actuelle, c'est ça? Ouais. Alors comment on fait pour raconter 172 communes? Alors, spoiler, on ne peut pas. On ne peut pas raconter 172 communes dans 2 fois 40 mètres carrés, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir qu'est-ce que toutes ces communes ont en commun. Quels sont les grands thèmes, finalement, de notre territoire. Parce que finalement, entre la commune A et la commune B, qui est située à 3 km, c'est parfois la même histoire. Et on ne va pas avoir des monuments remarquables ou des histoires remarquables dans toutes les communes. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, toutes ces communes ont une histoire commune, justement. Et c'est une histoire commune qui remonte à l'Antiquité, à la présence gallo-romaine dans le secteur, puis ensuite au Moyen-Âge, les guerres qu'il y a eu dans ce secteur-là. On a fait un château dans ce secteur-là pour protéger toutes les communes, tous les villages alentours. C'était tous des villages agricoles avec des petites fermes, etc. Donc on va raconter toute cette histoire-là, jusque finalement les années 50, la reconstruction. Donc c'est vrai qu'on ne va pas faire vraiment l'histoire de chaque commune, mais on va expliquer ce qu'une commune générique du territoire a vécu finalement depuis l'Antiquité. Donc c'est vraiment cet élément-là. Donc bien sûr en mettant en parallèle les grands monuments du territoire, qui sont indéniables. Par exemple, juste derrière moi, j'ai les principales églises d'un point de vue architectural, d'un point de vue historique. Mais l'idée, c'est pas de présenter les 172 églises, ou même plus qu'on a sur le territoire. C'est vraiment de faire des choix, de montrer en quoi certaines sont exceptionnelles. Et aussi d'être un peu comme une porte d'entrée. De dire, vous n'aurez pas toutes les informations ici, mais au moins vous saurez ce qui peut se visiter, vous saurez ce qu'on peut découvrir, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a plus de ressources documentaires qu'on peut mettre à disposition. Mais sinon, non, on ne peut pas. Et comment on fait pour... Bon, tu as un peu répondu, mais comment on fait pour vraiment choisir un village, choisir ce qu'il faut raconter dans le village? Ça, c'est compliqué aussi. Déjà, comme je leur disais, attention, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. On l'a fait vraiment de manière collégiale, où on a réfléchi. Est-ce qu'on va parler de ça, plutôt de ça, etc. Il y a vraiment une réflexion. Il y a des sujets qui étaient envisagés, qu'au finalement on a un peu mis de côté. Il y a des sujets qui, à l'origine, ne me semblaient pas forcément prioritaires, que finalement on a un peu monté, parce que pour d'autres, c'était des points importants. Mais vraiment, c'est aussi avoir déjà une bonne connaissance du territoire. Déjà de base de se dire, je sais que ce secteur-là, il est très rural, ça va plutôt être ça, de la métallurgie. Au nord, on va avoir un peu de textile, etc. À l'ouest, on va plutôt avoir ci, ça. C'est vraiment un travail qui prend beaucoup de temps, parce que il faut se documenter sur le territoire, il va falloir lire beaucoup, il va falloir beaucoup échanger avec les historiens locaux, avec les universitaires aussi, pour essayer de se faire un peu une carte mentale du territoire, et se dire, voilà, si je veux raconter l'histoire, qu'est-ce qui est important? Mais après, c'est aussi quelque chose qui est en évolution. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si je devais refaire cette exposition, il y a peut-être des choses que j'accentuerais, ou au contraire des choses que je diminuerais, parce qu'il s'est quand même passé quelques années depuis que c'est ouvert. Et pendant ces quelques années, on continue à apprendre des trucs, on continue à produire des contenus historiques, à faire des recherches. Et on se dit, là, la petite phrase-là, je trouve qu'elle est un peu mal formulée, parce qu'elle laisse sous-entendre que... Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui pourrait être amené à évoluer dans les années à venir, bien sûr. Comment vous avez construit tout ça, donc du coup 2019 à 2022 j'imagine qu'il y a des équipes et tout ça. Oui. Vous avez fait comment pour construire tout ça? Donc en tant que collectivité, nous on fait appel à des marchés publics, bien entendu, pour sélectionner nos entreprises. Donc tout d'abord, comme je vous le disais, on a eu l'architecte qui nous a fait un plan. À partir du moment où le plan a été validé, là il y a eu tout l'appel d'offres pour les entreprises. Qui c'est qui s'occupe de la charpente, qui c'est qui s'occupe des fondations, de démolir, etc., de la mise en sécurité. Et puis en parallèle, on a fait un deuxième marché pour cette fois-ci recruter un cabinet de scénographie. Donc eux, c'est des professionnels de la fabrication d'expositions. Donc eux, on leur envoie notre projet scientifique et culturel qui a été validé, dans lequel on a tout écrit, tout ce qu'on voulait. Et c'est eux qu'on dit, tiens, on va faire des panneaux comme ci, comme ça, ils auront telle forme, ils auront telle couleur. Ensuite, pareil, on les auditionne, on a eu plusieurs réponses. On va dire, tiens, c'est cette proposition-là qui nous intéresse.
et ensuite le cabinet de scénographie et l'architecte travaillent ensemble. C'est important de travailler ensemble pour un exemple tout simple, c'est qu'on a du multimédia. Donc il faut une prise électrique, il faut un raccordement internet à cet endroit-là. À cet endroit-là, ils ont prévu une sorte de pupitre, une sorte de table. Donc il ne faut pas d'alimentation électrique à cet endroit-là, justement. Donc le côté électricité et le côté scénographie, c'est très très important de les mêler, parce que y a beaucoup de choses qui changent. Pareil, tout le côté lumière. L'architecte avait prévu des lumières, les scénographes ont fait « c'est nous qui faisons les lumières, parce qu'il faut que telle lumière pointe vers tel panneau, etc. » Donc voilà, eux, ils travaillent énormément ensemble. Et puis après, ils se coordonnent et puis ils nous proposent des projets qu'on valide ou qu'on amende finalement. Et après, la scénographe, elle va recruter justement ceux qui vont fabriquer l'exposition. C'est-à-dire celui qui va faire les graphismes. Celui qui va s'occuper de coder toutes les applications multimédia. Et puis aussi celui qui va fournir le matériel. Celui qui va acheter les écrans, celui qui va acheter le bois, celui qui va découper le bois. Et puis tous ceux qui vont venir installer, visser, clouer pendant plus d'une semaine. Et ensuite, tout le monde se met en œuvre, etc. Et puis, c'est comme ça que ça voit le jour, finalement. Donc, architecte puis scénographe. Au début, ça part quand même d'une idée sur la table, entre vous, en fait, et puis après, ça en fait... Oui, c'est sûr qu'au début, on a beaucoup d'idées, beaucoup de plans. Et puis même, si je relis mon projet scientifique et culturel, il y a pas mal de choses où j'avais des idées, et puis la scénographe m'a fait « c'est pas possible ». Ou alors, il faut rajouter quelques billets. Pour donner un exemple tout simple, on a toute une partie sur l'architecture du 19e siècle notamment, avec pas mal par exemple à Épinal, de très belles maisons, soit époque Art Nouveau, fin 19e, début 20e, soit plutôt néoclassique, etc. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une sorte un peu de maquette de la maison, avec un code en dessous. Le code, c'est un code à 4 chiffres, c'est la date de construction de la maison, comme ça il faut que les gens y cherchent. Et quand ils ont le code, ça s'ouvre, ils ont l'intérieur. Elle m'a fait, ouais, faut allonger les billets. Je fais, tant pis, on l'aura pas. Mais il faut aussi avoir beaucoup d'imagination, parce que le projet scientifique, finalement, même si c'est un projet collégial, on se finit toujours à être tout seul devant son ordinateur, à dire, il faut que je parle de l'Antiquité gallo-romaine. Ce sera un panneau avec des photos, parce que j'ai pas d'idée. Voilà. Et puis après, on dit, là, ce sera des petits volets à ouvrir, parce que j'ai un peu plus d'idées. Puis après, on se dit, je vais quand même pas réutiliser les volets, je les ai déjà utilisés le panneau d'avant. Donc il y a toute une réflexion à faire, et les scénographes nous aident un peu là-dessus. Mais c'est vrai que de base, oui, c'est vraiment des idées, des projets. Puis des fois, on se dit, tiens, je vais tenter ça. Puis en fait, c'est pas terrible. Alors on change d'idée. Et même des fois, on n'a pas d'idée. Et je dis à ma scénographe, j'ai tout un pan de mur, je sais pas quoi faire. Et c'est elle qui me dit, tu vas faire des petites boîtes qui s'ouvrent avec des matériaux à toucher. Ça plaît beaucoup aux enfants, notamment les scolaires, etc. Donc c'est pour ça qu'au deuxième étage, on a tout un meuble avec des tiroirs à ouvrir. Voilà, il y a plein de petites histoires comme ça qui naissent de est-ce que j'ai une idée, est-ce que j'en ai pas, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est chère, est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'elle est pertinente aussi. Parce que des fois on se dit j'ai une idée, on va faire ça, 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 puis on réfléchit, on se dit ça sert à rien. C'est juste gadget quoi. Il faut que ça ait du sens quoi. Et puis des fois c'est vraiment la réalité. De ce côté-ci, par exemple, on a des cartes à coulisser. Moi de base, je voulais que les cartes elles soient transparentes. Pour que par exemple on ait le fond de carte du territoire, on puisse ajouter les rivières qui apparaissent sur la carte. Et puis après on ajoute les forêts. Le graphiste, il me fait, ça va être illisible ton truc. Donc je fais, les cartes seront pas transparentes, tant pis. Donc il y a eu des choses qui ont dû être abandonnées, quoi. Ah oui, il faut des compromis forcément, parce que des fois, nous, on a des idées qui sont pas forcément réalisables. Voilà. Et puis des fois, les scénographes, ils ont des idées qui sont pas toujours réalisables aussi. Juste pour les églises aussi, de base, elles voulaient faire les panneaux beaucoup plus petits. Beaucoup plus petits. Et qu'en fait, devant, il y a une sorte de loupe pour regarder. Puis on regarde, on fait, ça sert à rien. Autant regarder directement le machin. Voilà. Ok. Le moment le plus compliqué dans la plus grosse galère, c'était quoi dans tout ça? En fait, ça s'est relativement bien passé. En fait. Je saurais même pas dire si on a eu réellement une galère, mais le moment le plus compliqué en termes de stress, c'est quand tout commence à s'assembler, et de se dire, est-ce que tout va bien s'assembler? Parce que forcément, quand ils viennent installer l'exposition, ça dure plus d'une semaine, et puis ils arrivent, ils font, l'architecte nous avait pas dit qu'il y avait un radiateur là. La prise là, elle a un souci. Là, c'est plus bas que ce qui était prévu, donc les panneaux, ils rentrent pas. Et donc, c'est une semaine de beaucoup de complexité, où, le graphiste n'a pas fait gaffe qu'il a mis la légende du texte à un endroit, alors qu'il y a un meuble devant. Ou bien, l'insert qui va devant la fenêtre, il est trop grand. Parce que la mesure de la fenêtre, on n'avait pas vu, mais elle est penchée. Donc ça, nous, ça ne nous coûte rien, ils refont tout à leurs frais, mais c'est quand même beaucoup de stress, quoi.
J'imagine parce que c'est une bonne dizaine d'années de préparation Ah ben c'est ça. pour. Et souvent les une dates semaine de d'inauguration sont travail. déjà calées. Hein. Mhm. Donc il faut que ce soit prêt pour la fin de la semaine parce que machin, on a l'inauguration avec les élus, etc. Donc c'est le moment où on ne peut pas se permettre d'être en retard. Donc c'est vraiment là, nuit et jour. Voilà, on restait là jusque tard le soir. C'était compliqué. Quoi. Puis on a eu des soucis avec les lumières aussi. Parce qu'en fait, les lumières, elles sont toutes commandées au même endroit par un boîtier. Sauf que le boîtier, il galérait au début, il était mal codé, il avait un souci. Et donc les lumières s'allumaient toutes seules la nuit. Genre on éteignait tout, c'était bien. Puis on partait, on revenait le lendemain, tout était allumé. Puis on avait des gens qui disaient « Ah, c'était allumé toute la nuit ?» Oui. Voilà. Quand tu te dis ça y est, ça va marcher, quand est-ce que tu te dis ça y est, c'est bon, c'est en place, ça va fonctionner? Ah, c'est chaud parce que je suis même pas sûr que je me le dise maintenant. Ouais. En fait, quand on est un petit peu presque le papa, on va dire, d'un truc comme ça, on a toujours peur que ça marche pas, que ça plaise pas, que les gens disent bon, c'était pas terrible, ah c'est que ça, oh, bah, ça je l'ai déjà vu, ça sert à rien que j'y retourne, ou que bah, oui, qu'il y a une perte d'intérêt, quoi, que les gens ils arrivent, ils disent ah c'est ça la glucoserie, bah, c'est pas terrible. Donc bah, à aucun moment je me dis ah ça y est, c'est bon, ça marche, c'est sur des roulettes. Là où je suis content, c'est quand, notamment, on travaille avec beaucoup d'écoles, quand tous les scolaires ils sont contents, qu'ils reviennent avec leurs parents, là il y a cette petite fierté. Mais il y aura toujours le doute de se dire est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est adapté à mon public, est-ce que je vais dans le bon sens, ou est-ce qu'au contraire, je me repose pas un peu trop sur mes lauriers en me disant bon, on fait le même programme que l'année dernière, et puis ça va marcher de toute façon. Donc non, il y a toujours cette idée de se dire bon, il faut que je propose de la nouveauté, qu'on essaye d'innover, et puis qu'on essaye aussi de garder un petit peu cette liberté de ton qu'on peut avoir avec le public, qui est finalement ce qui plaît, on va dire au final, quoi, d'être un peu, pas forcément très institutionnel, plan, etc., mais d'essayer, d'oser un peu faire des choses qui innovent un peu, quoi. Tu te souviens du premier visiteur? Ça t'a fait quoi? Alors le premier visiteur, je peux pas m'en rappeler, parce qu'en fait, c'était aux Journées du patrimoine qu'on a ouvert, et c'était blindé. Je suis même pas sûr qu'on était dans les clous de la loi, tellement il y avait de monde ce jour-là, parce que forcément c'était notre grande ouverture, c'était la première fois que la glucoserie pouvait être visitée, en plus c'était les Journées du patrimoine, donc non, on ne pouvait pas, c'était pas un visiteur, c'était une horde de visiteurs, donc je me rappelle l'ouverture, c'était incroyable, quoi. On était même plutôt en mode, attendez un peu, donc non, j'ai pas trop le souvenir là. Ça t'a fait quoi? De quoi? Ça t'a fait quoi? Bah, on était très contents, on se disait waouh, ça marche du tonnerre, etc. Et finalement, aux Journées européennes de l'année d'après, on était pareil, on s'est dit ouais, l'an dernier on a eu plein de monde et tout. Puis à l'inverse, on n'a pas eu grand monde la deuxième année. Bah, parce qu'en fait, tout simplement, on est gratuit et ouvert toute l'année. Bah, finalement, on est d'accord que c'est pas très judicieux d'aller là aux Journées du patrimoine où il y a plein de choses ouvertes, plein de choses gratuites d'habitude. Voilà, nous, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc on s'était armés, puis en fait, il n'y a pas eu grand monde la deuxième année. Qu'est-ce que les gens ils comprennent pas de la glucoserie? Alors ça dépend. Il y a ce qu'ils ne comprennent pas en entrant et ce qu'ils ne comprennent pas en sortant. Ce qu'ils ne comprennent pas toujours en rentrant, c'est qu'est-ce que c'est exactement. Parce que vous voyez, on n'est pas un musée. On n'est pas une bibliothèque. On n'est pas... Ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire à la glucoserie. Qu'est-ce que vous faites. Puis pourquoi vous appelez la glucoserie. Voilà. Donc souvent, ils ont pas mal de questions. Et on a l'avantage d'avoir un concept assez simple, donc on leur explique. Et finalement, quand ils redescendent, souvent là, à ce moment-là, ils sont toujours assez contents, assez satisfaits de leur visite. Je dirais pas qu'il y a des choses qu'ils comprennent pas quand ils ressortent. Des fois, ils disent ils comprennent pas pourquoi on n'est pas plus connus. Donc ça, c'est un peu gratifiant quand ils nous disent ça. Donc on en profite pour leur dire parlez de nous, voilà, parlez de nous autour de vous, à vos amis, à vos voisins. Mais souvent c'est ça. Au début, ils comprennent pas trop le concept parce que c'est dur à expliquer ce que c'est qu'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et puis c'est vrai que la glucoserie, au-delà de toutes les qualités du nom, ça n'explique pas ce que c'est. Plusieurs fois, je critique la maison du patrimoine, mais si on s'appellerait la maison du patrimoine, les gens sauraient ce que c'est avant de rentrer. On a même une fois quelqu'un qui est venu, la glucoserie, ah oui, c'est des visites sur le sucre, c'est ça? On a fait, ah non, il a fait puis il est monté, il était content quand même, donc c'est bien. Donc voilà, c'est un peu tout ça, c'est à la fois communiquer sur qui on est, ce qu'on peut faire, et puis sinon ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué? Peut-être un visiteur? Ouais, ça, même plus qu'une, hein. Je ne vais pas te les raconter bien sûr, mais non, mais on a souvent des visiteurs qui sont assez intéressants, puisque témoignages et tout. Ouais, c'est ça, c'est des témoignages, c'est des gens
il y a une dame notamment, bah tiens, c'est ça. Une dame justement qui est venue, qui était très âgée, je pense à peu près 90 ans. Elle était au bras de sa petite fille et elle nous racontait qu'elle avait connu la glucoserie. Et c'est très rare parce que souvent pour les gens ici, c'est le bâtiment de la Stave. Parce que la Stave, c'est entre les années 50 et 2006. On veut dire que quasiment tout le monde ici connaît la Stave. Tous les anciens spinaliens du coin connaissent. Mais quelqu'un qui connaissait la glucoserie avant la Stave, ça c'est rare. Donc ça, on en a pas mal. Elle nous racontait finalement qu'elle habitait dans la rue Saint-Michel, juste en face. Et que pendant les bombardements en 1944, elle allait se réfugier dans la cave de cette maison. Et donc elle nous a raconté aussi des anecdotes, qu'elle allait avec sa maman chercher un petit peu de glucose. Et ça, c'était super passionnant, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir justement des témoignages sur ce qui se passait dans cette maison à une époque aussi reculée, quoi. Et puis finalement aussi, comme tout lieu, des fois on a des gens un petit peu bizarres qui viennent nous poser des questions un peu complotistes. Ah ouais, parce qu'Épinal, les francs-maçons, etc. Alors on est là, ah oui, au revoir. Voilà, c'est quelque chose... c'est assez intéressant en fait, c'est toujours ça qui est bien, le contact avec le public. Et puis on a la chance aussi d'être un lieu, on va dire, un lieu, je dirais pas un lieu de culture, un lieu où on va parler d'histoire, etc., de manière assez familiale, assez conviviale. Donc c'est toujours des gens qui sont toujours passionnés, contents, ravis d'en parler, de raconter leur histoire, leurs anecdotes, leurs souvenirs. Donc c'est toujours quelque chose qui est très plaisant d'échanger avec nos visiteurs. Et au final, qu'est-ce que tu voudrais transmettre avec ce que tu fais à l'heure actuelle? Beaucoup de choses, puisqu'en fait c'est un métier de transmission, justement. Oui. Mon métier, c'est vraiment de transmettre des choses. Et effectivement, ce que moi j'aime à transmettre, c'est l'idée que finalement, l'histoire, le patrimoine, les choses intéressantes, c'est pas seulement chez les autres. C'est-à-dire que souvent, on va faire la moitié de la France pour aller visiter un château, sans se rendre compte qu'on a un château quasiment aussi intéressant à 5 minutes de chez soi, quoi. Et c'est un peu ça, c'est montrer que dans les Vosges, il n'y a pas que rien, il y a beaucoup de choses aussi justement à découvrir. Et que finalement, derrière chaque ferme, derrière chaque lavoir, derrière chaque cité ouvrière, derrière chaque maison des années 50 même parfois, vous avez une histoire, vous avez quelque chose à raconter. Et c'est ça aussi qui peut être justement passionnant. C'est quand on raconte une histoire et que les gens disent « Ah ouais, je passais devant tous les jours, je n'étais pas au courant ». Ou un petit détail, ils disent « Ah ouais, j'avais le même chez moi, je ne savais pas », etc. C'est vraiment cette transmission de l'amour d'un territoire. De se dire « Bah voilà, les Vosges, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment? Est-ce que vous connaissez son histoire? Est-ce que vous connaissez ses spécificités, ses particularités? Est-ce que vous savez pourquoi la rue elle est comme ça? Pourquoi l'église elle est orientée comme ça, etc. » Et c'est vraiment cette idée de transmission des choses du quotidien. Voilà, pas forcément un élément remarquable, un prince, un seigneur, un roi qui est venu ici. Non, c'est ce qu'il y a au bout de la rue, quoi. C'est vraiment cette transmission-là qui, moi, m'intéresse, c'est ce qui va toucher directement les gens. D'accord, ok. Et dans 10 ans, la glucoserie, tu la vois comment? J'ai envie de dire pareil. J'espère qu'on va pouvoir continuer, on va dire, à faire ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire pouvoir faire vivre le patrimoine du territoire. J'espère qu'on va pouvoir aussi justement essayer d'aller encore plus à l'intérieur des territoires, parce que finalement aujourd'hui, nous, ici, on est à Épinal, mais on parle de territoires comme Rambervillers, comme Plombières-les-Bains, comme Darney ou Châtillon-sur-Saône, pouvoir essayer de s'exporter un peu plus. C'est pour ça qu'on fait par exemple des expositions itinérantes. Mais pourquoi pas essayer de développer d'autres offres itinérantes pour justement essayer de faire une glucoserie hors des murs, un peu plus conséquente, qui puisse tourner sur le territoire, être vraiment présente sur les territoires. Parce que quelqu'un qui habite à 1 heure de route de la glucoserie, même si on parle de son village, ça va être compliqué de le faire venir. Donc on se dit, le plus simple, c'est que nous, on aille à eux. Donc c'est vraiment ce dispositif qu'on aimerait mettre en place, d'essayer au maximum d'aller dans les territoires, d'aller au plus près des populations, pour justement faire notre métier de transmission. Parce qu'il faut savoir que la glucoserie, il n'y en a qu'une dans les Vosges. Hein. Ah bah oui, il n'y en a même qu'une en France. Hein. Qu'une en France. Mais la glucoserie, il y a nous, c'est tout. Oui. C'est ça. Il y a d'autres maisons du patrimoine. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a d'autres centres d'interprétation. Mais pas dans les Vosges. Sûrement. Oui, non, je ne crois pas qu'il y en ait dans les Vosges. Il y a un projet sur Saint-Dié, mais ce n'est pas un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Okay. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Non, sinon, il faut aller le plus près, ça va être Guebwiller, Sainte-Marie-aux-Mines, notamment. Ok. Ce sera la dernière question. On va s'imaginer un petit peu, faire un peu d'imagination. Si la famille qui a fait cette maison il y a des années reviendrait aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais en fait qu'elle ressente en arrivant dans ce bâtiment?
Déjà qu'elle soit heureuse que le bâtiment existe toujours. Et puis moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'elle peut m'apprendre. Parce que qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre sur l'histoire de la maison, la disposition des pièces avant la stave, s'il y a des photos de l'intérieur, enfin pas mal de choses aussi ce serait incroyable. Pour tout dire, j'ai même fait des recherches un petit peu sur les descendants de la famille. J'ai même hésité à les appeler, les contacter. Je ne suis pas allé jusque-là, mais je me suis posé la question est-ce que j'allais le faire ou pas. Mais c'est vrai que ce serait incroyable que la famille puisse revenir, on va dire, sur les traces familiales, à la fois pour ce qu'elle peut nous apporter, et puis aussi pour l'idée de se dire, bah voilà, c'est la maison des arrière-grands-parents, bah aujourd'hui on parle d'histoire, on parle de patrimoine. Je pense qu'ils seraient contents parce que finalement, c'est pas toutes les familles qui ont aujourd'hui des vidéos qui parlent de la maison de leurs arrière-grand-mères, qui expliquent toute l'histoire de l'usine de leurs grands-parents, etc. Donc je pense que c'est une belle reconnaissance pour eux, mais surtout ce serait aussi très intéressant pour nous de pouvoir avoir cet échange avec des gens qui ont peut-être des archives familiales, des photos anciennes, ça serait top. Ok. Du coup, on peut retrouver la glucoserie donc, sur les réseaux. On peut retrouver. Vous êtes ouvert 6 mois de l'année, c'est ça? On est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h, de avril à fin octobre. Ok. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bah non, j'espère que ça vous a donné envie de venir visiter, de venir vous intéresser un petit peu à ce qu'on fait, et puis surtout ne pas hésiter à franchir la porte. Merci beaucoup. Merci à toi.